Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette rétrospective de la semaine. Je suis Pamela Kumba et je vais vous présenter cette semaine en Afrique. Dans cette édition, nous passerons en revue deux grands dossiers sur les fêtes de l'indépendance du Tchad et de la Centrafrique. La Centrafrique a commémoré jeudi son 60e anniversaire dans un contexte marqué par l'insécurité, la crise du coronavirus et les prochaines élections. Nous en avons fait un grand angle avec son Excellence André Tsapaïké, ambassadeur de la Centrafrique accrédité en Afrique du Sud. Excellence, 60 ans d'indépendance, que retenir de ces 6 décennies? C'est effectivement, nous fêtons aujourd'hui notre 60 ans. On peut dire que dans les premières années, les différents gouvernements ont fait beaucoup de progrès, surtout dans le domaine de la formation des cadres et de la construction de certaines infrastructures socio-économiques, notamment formation, université, des hôpitaux, etc. Mais globalement, nous avons quand même connu plusieurs décennies d'instabilité politique. Alors avec tout ce que vous savez, les coups d'État à répétition, les mutineries, les rébellions, etc., évidemment dû à des questions de gestion intérieure. Il y a des influences extérieures dans tout ça, mais aussi la carence démocratique a été à l'origine de beaucoup de choses. Donc je pense que les Centrafricains prennent de plus en plus conscience de tout ça et que nous sommes en train de rectifier le tir. Le gouvernement actuel du président Faustin-Archange Touadéra est décidé à tout mettre en œuvre pour que la situation aille pour le mieux. Alors, parlons justement de cela. Il va sans dire que le défi sécuritaire est une épine sous le pied du gouvernement, mais on parle aussi de développement des infrastructures et l'amélioration des vies des populations. Avez-vous quelques solutions à recommander pour la prochaine décennie? Bon, de toute façon, pour ce qui est insécurité, comme vous le savez, la journée d'aujourd'hui est absolument dédiée à un défilé militaire. C'est absolument la première fois que ça se passe en Centrafrique, mais c'est aussi le résultat de tous les efforts qui ont été faits ces derniers temps. Depuis 2013, notre armée avait complètement disparu, avec la prise de pouvoir par les rebelles Séléka. On n'avait plus d'armée, les forces de sécurité intérieure n'étaient que des noms. Aujourd'hui, avec les efforts faits par le gouvernement, nous pouvons au grand jour aujourd'hui montrer les résultats de ces efforts-là. Donc une armée qui monte en puissance, nettement en voie de reconstruction. Les résultats se voient aussi sur le terrain. Vous savez un peu ce qui se passe à l'ouest contre les rebelles des Trois-Airs et dans d'autres régions, à l'est du pays également. Donc nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir dire que la sécurité est en voie d'être réglée. Mais évidemment, la sécurité ne se règle pas seulement avec des moyens militaires. L'accord de paix signé l'année dernière est une arme importante pour consolider justement la paix. Et c'est sur cet accord-là que le gouvernement se fonde aujourd'hui pour essayer de bâtir des fondements solides pour la reconstruction d'une paix durable, parce que ce n'est que la paix durable qui peut garantir la sécurité dans le pays, liée évidemment à tout ce qui est question de développement économique et de développement des infrastructures, parce que ce qui fait que notre jeunesse se retrouve souvent attirée par les groupes armés, c'est parce qu'il y a un manque de perspective pour cette jeunesse. Et pour l'avenir, je crois que ce qu'il faut, c'est d'abord mettre l'accent sur la jeunesse. Je pense qu'il est absolument important, en même temps, concomitamment avec le développement de défense et de sécurité, mais il nous faut relancer et renforcer le système éducatif, rendre accessible à la population un système de santé efficace, parce que ça aussi c'est un drame en République centrafricaine, et relancer les moyens nécessaires pour créer l'emploi, par exemple. Ce n'est qu'à travers la création de l'emploi qu'on peut créer la richesse. Et l'agriculture est quelque chose d'absolument important pour nous parce que ça peut absorber 80% de notre main-d'œuvre et les 80% de la population vit aussi de la terre. Donc il faut qu'on remette l'accent là-dessus. Donc tout ça c'est lié. Il ne peut pas y avoir d'agriculture
sans sécurité, parce qu'on ne peut pas courir avec la terre et tout. Il faut ramener tous les réfugiés qui sont dans les régions limitrophes et vraiment créer un environnement propice pour que les gens puissent vaquer à leur activité ordinaire. Nous avons beaucoup de potentialités. Bon, là, le gouvernement a fait un grand effort pour ce qui est le redéploiement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire. L'administration fiscale, douanière commence à fonctionner presque correctement. Les ressources de l'État commencent à augmenter. Donc, il faut qu'on définisse maintenant des priorités. Et avec le concours des amis extérieurs et des différentes institutions internationales, beaucoup d'infrastructures ont été développées ces temps-ci, des infrastructures économiques. Il y a à peine 2 semaines, un vaste programme de relance de l'agriculture dans les zones de savane a été mis en place. Et donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Les questions d'approvisionnement en eau potable, c'est aussi un élément important. Et le gouvernement a fait également beaucoup d'efforts. Les routes, parce que l'accessibilité, l'isolement des régions est un des arguments que les rebelles utilisent pour mener leurs actions, qu'on abandonne leur région. Donc, il y a tout un tas de travail à faire. Les mines de diamants, d'or, etc., doivent revenir sous le contrôle de l'État parce que beaucoup de ces zones minières sont maintenant sous le contrôle des rebelles. Et avec l'accord de paix qui a été signé et les négociations en cours, petit à petit, l'État commence à reprendre le contrôle de toutes ces régions afin de pouvoir générer les revenus nécessaires pour réinvestir dans le développement économique, ce qui est absolument crucial. Si on ne trouve pas le moyen de créer l'emploi pour notre jeunesse et de générer la richesse de manière globale, nous continuerons à patiner dans cette difficulté. Évidemment, il y a la question de gouvernance auquel il faut s'attaquer absolument. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une question absolument cruciale. La Centrafrique s'apprête à tenir des élections en décembre. Est-ce que le climat sécuritaire sera paisible et sanitaire aussi avec l'épidémie de Covid-19? Bon, premièrement, nous devons tenir ces élections parce que le processus démocratique doit continuer et doit se consolider. Si les élections ne se tiennent pas, nous entrerons encore une fois dans une période de trouble. Ne pas tenir les élections va créer des suspicions, on va s'imaginer que les autorités en place cherchent à rester au pouvoir, etc. Donc, il faut que nous tenions ces élections. Le corona, la pandémie, le Covid-19 est un challenge extrêmement important. Le gouvernement est en train de suivre ça et tout est mis en œuvre. Nous avons beaucoup d'assistance aussi de nos amis extérieurs pour faire face à cette pandémie. Dieu merci, jusqu'ici, c'est sous contrôle en République centrafricaine. Et le taux actuel ne nous donne pas encore beaucoup d'inquiétude. Si d'ici les élections, nous pensons que les choses resteront encore sous contrôle et l'autorité nationale des élections est en train de tout mettre en œuvre pour que vraiment ces élections aient lieu. Et de toute façon, si nous rentrons dans des grosses difficultés, il est également prévu que le gouvernement s'entende avec toutes les parties prenantes pour voir dans quelle mesure une solution acceptable peut être aménagée, notamment avec les autres partis politiques, la société civile, etc. Je crois que tout le monde est un peu dans ces dispositions-là et est d'accord sur cette question. Gardez l'écoute, chers auditeurs. Nous sommes en compagnie de son Excellence André Nzapayeke, ambassadeur de Centrafrique en Afrique du Sud. Excellence, est-ce que le climat sécuritaire sera paisible? Est-ce que les joutes électorales pourront se dérouler sur tout l'ensemble du territoire centrafricain malgré la présence des groupes armés à l'ouest? Pour ce qui est de la sécurité, c'est aussi un des challenges. Je pense que les groupes armés aujourd'hui, ce qu'on appelle des groupes armés, ont signé l'accord de paix de Khartoum et une de leurs revendications justement est liée à cette question de carence démocratique. Donc les groupes armés ne peuvent pas bloquer l'organisation des élections.
Si je réclame la démocratie, eh bien, il faut que je fasse tout pour la favoriser. Alors, si vous suivez les actualités en Centrafrique, je pense que les autorités sont constamment en relation avec ces groupes armés. Les principaux leaders de ces groupes armés sont aussi les conseillers nommés conseillers à la primature, donc participent à la gestion de l'État. Et nous sommes confiants et pensons que on sera en mesure d'organiser les élections sur l'étendue du territoire. La cartographie électorale a été faite sur toute l'étendue du territoire. Actuellement, on est en train de faire le recensement également sur toute l'étendue du territoire. On est presque en train de finir en ce moment. Il n'y a pas un grand retard dans le calendrier électoral. Le retard est essentiellement dû à des questions techniques, à la saison de pluie, à beaucoup d'autres aléas. Il y a aussi quelques problèmes sécuritaires, mais qui ne sont pas les plus graves en ce moment-ci. Bien sûr, on ne peut pas organiser des élections sur une moitié du territoire. Tous les Centrafricains ont le droit de voter. On a le droit de se prononcer sur l'avenir de leur pays, de choisir leur leader. Donc, le but, c'est bien d'organiser des élections sur l'ensemble du territoire centrafricain. Le chef du gouvernement a récemment rencontré le chef rebelle Baba Ladé, qui a été gracié. Beaucoup s'interrogent sur le fait qu'en ce moment, le gouvernement multiplie les rapprochements avec des rebelles. Doit-on s'inquiéter? Est-ce que c'est en préparation aux élections ou bien c'est juste dans la stratégie du gouvernement de renforcer le dialogue afin de pouvoir restaurer la paix à travers tout le pays? Eh bien, c'est bien ça, c'est bien la dernière partie. C'est-à-dire que on a connu beaucoup de rébellions depuis 2013. C'est depuis 2013 que nous sommes en négociation avec tous les groupes rebelles, depuis les Séléka, etc. L'absence de dialogue est, depuis 2012, c'est ce qui a amené les Séléka au pouvoir. L'absence de dialogue est également ce qui nous a amené à voir aujourd'hui plus d'une dizaine de rébellions sur le territoire centrafricain. Les multitudes de rébellions, c'est ça, c'est vraiment l'absence de dialogue qui a fait qu'on en est arrivé là. Et aussi, il est absolument normal. On a signé un accord, mais un accord n'est qu'un accord. Un accord n'apporte pas la paix. C'est la mise en œuvre de l'accord qui fait la paix en tant que telle, parce que c'est tout un comportement, la paix. Alors, il est normal et appréciable d'ailleurs que le gouvernement maintienne ce dialogue avec ceux qui ont été partenaires dans cette signature de l'accord de paix. Et donc, avec l'UPC, le FRPC, les 3R et les autres, tous ceux qui étaient à Khartoum, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour un dialogue continu. Et c'est ce dialogue qui est en train de se perpétuer. Donc, il n'y a rien d'étonnant de voir le gouvernement, les autorités du pays avoir des interactions avec les leaders de la rébellion, parce qu'il faut absolument poursuivre ce dialogue-là si on veut que l'accord de paix devienne réalité. Oui, mais Excellence, jusqu'à quand ce dialogue va être poursuivi? Puisque, en fait, on regarde sur le terrain, ce sont les populations qui continuent à subir les exactions de ces groupes armés. C'est justement pour cela que ce dialogue doit se poursuivre. Imaginez-vous si vraiment le dialogue était interrompu. Comment serait la situation? Elle serait beaucoup plus grave. Donc, on poursuivra le dialogue jusqu'à ce qu'on ait vraiment un résultat absolu. Vous voyez? C'est-à-dire, faire la paix, c'est pas claquer le doigt. C'est pas facile. Tirer le premier coup de feu, c'est très facile. Mais vraiment, ramener la paix dans un pays, c'est un processus de longue haleine. Mettre en place le DDR, et surtout dans un pays comme la RCA qui n'a pas beaucoup de moyens pour absorber tous les membres des différents groupes armés, ou l'administration, ou l'armée, ou bien les réinsérer dans la vie sociale et économique. On n'a pas beaucoup de moyens pour ça. Donc, c'est vraiment des négociations de proximité qu'il faut continuer à chaque fois à mener. Il y a des pays qui continuent, qui sont en dialogue avec leur rébellion pendant 50 ans, pendant je ne sais pas combien d'années. Nous, on ne voudrait pas que ça dure aussi longtemps. C'est pour ça qu'on intensifie ces dialogues. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un scénario où finalement ce sont les chefs rebelles qui tiennent en otage le gouvernement à travers un chantage peut-être psychologique et émotionnel? Écoutez, je pense que partout dans le monde, partout là où il y a des rébellions, les chefs de ces rébellions tentent toujours de contrôler la situation. Ça, c'est un rapport de force.
Alors, donc, le gouvernement, comme je le dis encore une fois, qui n'a pas beaucoup de moyens militaires en ce moment, c'est pour ça que nous reconstruisons notre armée, mais on n'a pas encore les moyens nécessaires d'écraser les groupes armés militairement. Et même si on avait ces moyens-là, la négociation serait la meilleure des choses. Parce que le résultat final, la paix finale ne se fera qu'à travers la solution à la paix définitive et politique. Elle ne peut pas rester militaire. Parce que militaire, vous voyez, on se transforme à chaque fois. On est tel groupe aujourd'hui, demain on devient autre chose, demain on rentre dans les banditismes, etc. Donc c'est vraiment à travers des actions politiques, des mesures politiques, qu'on peut résoudre définitivement une situation comme celle qui prévaut en République centrafricaine. Et nous avançons dans ce domaine-là. C'est pas facile. Ceux qui ont tiré beaucoup de bénéfices des rébellions ne déposent pas facilement les armes. Et quand en face, le gouvernement reste dans une situation difficile, financièrement, matériellement, etc., le gouvernement doit rester très prudent dans l'approche à mener. Sinon, à tout moment, on peut avoir rupture et la situation peut s'envenimer à nouveau. Donc, c'est normal que les groupes armés qui ont des armes, qui contrôlent certaines régions, posent des conditions. Ils ne déposeraient pas les armes simplement, facilement comme ça. C'est normal qu'ils posent des conditions, qu'ils essaient de tirer un peu les ficelles. Le gouvernement a compris tout cela. Et on a compris aussi que attaquer de front ne nous amènerait pas vraiment à quelque chose de durable. Alors, je crois que c'est vraiment une bonne chose que on maintienne ce dialogue-là pour pouvoir comprendre les raisons et essayer de s'entendre sur les solutions à mener. Parce que c'est une situation extrêmement sensible. Mais je peux vous garantir que les choses vont dans les bons sens. De temps en temps, il y a des difficultés, comme vous pouvez le suivre dans les médias. Mais on avance doucement, mais on avance. Merci beaucoup, Excellence. Merci.